D'ici là, passez tous une très belle fin de soirée. Je vous retrouve demain. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Dans les Alpes, Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira en Isère. Après avoir rencontré les familles des victimes du directeur de l'école de Villefontaine soupçonné de pédophilie, les deux ministres ont présenté le rapport de leur enquête. Un texte de loi sera déposé le 1er juin à l'Assemblée. La Haute-Savoie, les pieds dans l'eau, inondations, éboulements, coulées de boue, les pluies incessantes ont fait des dégâts souvent impressionnants. Exemple au hameau de Juteninge-le-Petit, sur la commune de Taninge, où un ruisseau s'est transformé en rivière, emportant tout sur son passage. Et puis, un petit café, s'il vous plaît. Opération amabilité au petit bar du marché de Chambéry, où le prix de l'expresso est proportionnel à la politesse des clients. Vous retrouverez Carole Gessler à 19h30 pour l'édition nationale et deux grands titres. L'émotion toujours aussi grande à Trappes, 4 jours après la mort de Moussa, un collégien de 14 ans sans histoire, victime d'une fusillade entre bandes rivales. Des centaines de personnes se sont donné rendez-vous ce soir pour une marche silencieuse jusqu'au lieu du drame. Et Carole Gessler qui reviendra également sur la loi qui sera opérationnelle dès la rentrée pour protéger les enfants. On en parlait il y a un instant. La justice devra transmettre à l'Éducation nationale les dossiers d'enseignants condamnés pour agression sexuelle. Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira étaient donc de passage à Villefontaine, en Isère, aujourd'hui. Une double visite ministérielle sur laquelle nous allons revenir dans quelques minutes. Mais avant cela, retour sur l'affaire du directeur d'école de Villefontaine, soupçonné de pédophilie, affaire qui a révélé les défaillances du système actuel. Nathalie Rapuc. Le 24 mars dernier, les parents de l'école du Mas de Lara à Villefontaine apprennent la terrible nouvelle. Le directeur de l'école aurait agressé sexuellement au moins 3 enfants. Ce qui s'est passé, c'est atroce. Il y a des familles entières qui sont détruites. C'est un quartier complet qui est ébranlé. Très vite, le nombre de plaintes à l'encontre du directeur se multiplie et s'étend même à d'autres communes. En effet, l'instituteur a enseigné durant 3 ans aux Avenières, puis 2 ans à Saint-Clair-de-la-Tour, avant Villefontaine. Pourtant, en 2008, l'instituteur avait été condamné pour recel d'images à caractère pédopornographique. Personne ne comprend que l'homme ait pu continuer dans l'éducation nationale. Le mec, il a pris 6 mois de sursis, une mise à l'épreuve et une obligation de soins. Le mec, on l'a laissé dans l'éducation nationale. On l'a laissé, dans le corps enseignant, on l'a laissé. Vous avez vu ça où? À ce jour, une trentaine de plaintes a été déposée à l'encontre du directeur présumé pédophile. L'affaire de Villefontaine a permis de faire remonter d'autres cas en France. Des condamnations d'enseignants n'avaient pas été transmises à l'éducation nationale. Jean-Pierre Barbier, député de l'Isère, vient de déposer un projet de loi visant à contrôler le casier judiciaire des fonctionnaires à chaque mutation. Et ce matin, donc, à Villefontaine, les deux ministres de la Justice et de l'Éducation nationale présentaient les conclusions de l'enquête administrative menée par leur service auprès des familles, des enfants victimes du directeur d'école. Et dans l'après-midi, elles donnaient une conférence de presse pour annoncer qu'un texte de loi sera présenté le 1er juin. Il rendra obligatoire le signalement des prédateurs sexuels avérés à l'Éducation nationale. Céline Aubert-Aigret, Franck Serroni. L'idée qu'on ait pu laisser un enseignant, un directeur d'école, continuer à exercer pendant des années au sein de l'Éducation nationale, alors même qu'il avait été condamné quelques années auparavant pour des faits de prédation sexuelle, est insoutenable. Plus jamais ça, c'est en résumé le message des ministres de l'Éducation et de la Justice, avec une réponse immédiate, celle de la loi. Un texte présenté dès le 1er juin pour rendre obligatoire le signalement des prédateurs sexuels avérés auprès de l'Éducation nationale. Première conclusion de l'enquête administrative, débutée avec l'affaire de Villefontaine. On a vérifié très précisément toutes les dates à laquelle ça aurait pu alerter l'éducation s'il avait demandé un congé. Or, ça n'est pas. Il n'y avait rien dans son dossier qui pouvait. Effectivement, il est passé en travers de toutes les alertes. Comment expliquer qu'en 2008, l'Éducation nationale n'ait pas été informée de la condamnation de l'enseignant? Pourquoi l'enquête judiciaire n'a-t-elle à aucun moment fait le lien avec sa profession? Réponse gênée. Le rapport d'étape présenté ne pointe aucune responsabilité.
Pas de responsable, là, il n'y a pas de responsable. Non, si vous voulez, il n'y a pas de responsable à proprement parler. Voilà. Il n'y a pas de personne physique responsable. Ils reconnaissent qu'il y a eu des fautes. Maintenant, ils sont en pleine enquête justement à voir personnellement qui, au niveau de la magistrature, ont laissé passer les actes, qui ont laissé passer des actes pareils, quoi. Déception, les parents d'élèves attendaient un mea culpa, peut-être des excuses. Les familles, elles ont été les premières informées des conclusions de l'enquête. Une rencontre à huis clos à Villefontaine, quelques heures avant le point presse. C'est vraiment aussi un engagement de ce que la puissance publique doit aux citoyens, notamment lorsque les citoyens sont mis à l'épreuve et que lorsque cette épreuve peut être au moins partiellement imputable aux institutions, sans évidemment jamais perdre de vue que la première responsabilité, c'est celle de la personne qui a commis ces actes-là. Dans le viseur, la rentrée 2016. D'ici là, la loi doit être votée. Pendant ce temps, l'enquête judiciaire se poursuit avec l'audition des témoins. D'après le parquet de Grenoble, 55 enfants seraient concernés. Autre titre, les intempéries avec des dégâts très importants en Haute-Savoie, de grosses difficultés du côté d'Annemasse, près de Gaillard. Vous allez voir sur ces images, la crue de l'Adrance a longtemps également menacé les routes avec des secteurs inondés. L'accès à la vallée d'Abondance est devenu très compliqué suite à un éboulement qui s'est produit sur la départementale 902. Du coup, la circulation était très compliquée en matinée avant la mise en place d'une déviation. Et puis les collèges. Les élèves du collège du Val d'Abondance ont été obligés de manger à la cantine le temps que la situation s'arrange. Et ce n'est pas encore tout à fait le cas. Dans le Chablais, plusieurs communes sont sinistrées également. Près de Taninges, des coulées de boue et de lacs dans les champs ont débordé. Certains habitants sont épuisés, d'autres gardent le moral. Des scènes impressionnantes. Renaud Gardette, Marie Michelier. La coulée de boue s'est déclenchée vers 22h vendredi. Les habitants de ce petit hameau ont été réveillés avec d'abord un grondement énorme. Toutes les maisons, une dizaine, ont été submergées. Nathalie habite à côté de ce qui est habituellement un petit ruisseau. C'est tout son jardin qui a été emporté. Elle raconte une nuit de cauchemar. Mon mari a ouvert la porte pour voir ce qui se passait et tout d'un coup il a dit la montagne nous tombe sur la tête, donc on a fermé la porte, il a bloqué la porte avec son épaule et bon, tout a dévalé. À l'intérieur de cette résidence secondaire, près d'1 mètre de boue, les pompiers ont commencé le nettoyage avant de refermer les portes. Julien, lui, a eu plus de chance. Sa voiture était presque entièrement recouverte. Vu l'ampleur des dégâts, franchement, on ne va pas se plaindre. Faut pas non plus pleurer, puis il n'y a pas de blessés, il n'y a rien du tout, donc c'est le principal. Juste à côté, le village de Vercher. Ici, un champ d'1,5 hectare s'est transformé en lac samedi matin. Depuis, les habitants avec 5 pompes essayent de chasser l'eau, mais le travail est loin d'être terminé. Depuis 3 jours, on commence à saturer un peu. Comme les réseaux, on est saturé. Parce qu'on pompe un jour et le lendemain, ça revient. Donc on voudrait bien que l'éclaircie se confirme. Cette maison s'est transformée en île, de l'eau tout autour. À l'intérieur, il reste encore près de 50 cm. Le propriétaire est en colère. Il demande des infrastructures plus adaptées. C'est navrant parce que c'est cette catastrophe qui permet de voir qu'on donne des permis, mais on revoit pas la taille, on ne remet pas à jour la taille des réseaux pour évacuer les eaux. Dans tout le département de la Haute-Savoie, de nombreuses routes restent coupées et certaines vallées inaccessibles. Les habitants redoutent encore de nouveaux glissements de terrain. Autre dégât signalé à Avoria où des télésièges ont été inondés en raison du débordement d'un lac. Des images étonnantes là encore et un article à découvrir sur notre site alpes.france3.fr. Pour aller plus loin sur ce dossier, nous recevons monsieur Roland Mistral. Bonsoir, vous êtes en duplex de Chambéry avec nous. Vous êtes directeur des routes au conseil départemental de la Haute-Savoie, bien sûr. Alors un point rapide tout d'abord, de la Savoie, pardon. Un point rapide sur la situation actuelle. Alors la Savoie, comme la Haute-Savoie, a été impactée par les intempéries. On a eu jusqu'à une vingtaine de routes coupées pendant l'événement, vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi. À ce jour, pratiquement toutes les routes sont réouvertes, au moins en urgence, avec des travaux minimums. Il nous reste beaucoup de réparations encore à faire dans les mois qui viennent, mais je dirais plus aucune habitation n'est isolée aujourd'hui. Nous avons par contre un gros problème qui prendra beaucoup plus de temps à régler.
ce sont les gorges de l'Arly, où là, la route départementale qui relie Albertville et Ugine à Megève a été emportée sur plus de 400 mètres de long. Alors ces routes justement qui s'effondrent, on a l'impression que c'est un peu particulier cette année. Est-ce une année particulièrement dévastatrice ? Alors, dévastatrice dans le sens où on a eu un événement exceptionnel. Les crues de l'Arly sont évaluées à un temps de retour de 30 ans. Donc on a un événement exceptionnel qu'on ne voit que tous les 30 ans environ. Ce qui explique les dégâts très très importants qui ont été causés, ainsi que les coulées de boue. On a eu pratiquement 150 mm d'eau qui sont tombés sur le nord-ouest du département, comme en Haute-Savoie, donc des événements qui sont très très exceptionnels. Alors on parle je ne suis pas sûr que ce soit l'année... Pardon ? Oui, vous dites que ce n'est pas forcément l'année la plus forte, mais c'est une année quand même assez exceptionnelle. Voilà, tout à fait. On est sur un événement exceptionnel. Alors tout ça, c'est autant de routes à refaire. On a l'impression qu'il y en a qui sont refaites tous les ans, et autant de milliers d'euros qui s'envolent, non ? Oui, malheureusement, on ne parle pas en milliers d'euros. Là, on va parler très rapidement en millions d'euros. Aujourd'hui, la crue n'est pas terminée, donc on n'a pas encore pu évaluer tous les dégâts sur le réseau routier du département. Mais on l'estime d'ores et déjà à plus de 5 millions d'euros. Et entre 5 et 10 millions d'euros, très probablement dans les mois qui viennent. Est-ce que le Val d'Arly n'est pas à nouveau remis sur la sellette ? Parce qu'apparemment, c'est une des routes les plus chères d'Europe, si je ne m'abuse. Est-ce vraiment un gouffre financier qu'on pourra un jour remettre en question ? Alors, ce n'est pas, loin de là, la route la plus chère d'Europe. C'est un fantasme, mais c'est une route qui est difficile à gérer, puisqu'elle passe dans des gorges étroites, avec de très nombreux mouvements de terrain, des instabilités liées à la structure de la roche, et puis un torrent à proximité qui peut très rapidement générer 200 mètres cubes secondes. C'est ce qu'on a connu cette fois-ci. Donc c'est une route difficile, qui coûte effectivement cher au département de la Savoie, mais qui n'est pas... Voilà, donc on investit chaque année environ 1 million d'euros. Merci à vous pour toutes ces précisions. Merci à vous. Et toujours, à propos des inondations, l'Isère a bien amorcé sa décrue dans la région de Grenoble. Malgré un niveau très élevé, la rivière n'a fait que peu de dégâts dans l'agglomération. Il semblerait que les travaux de renforcement des digues, toujours en cours, aient démontré leur efficacité. Cédric Picot, Dominique Bourget. Elle n'est pas encore terminée, mais elle a déjà tenu le choc. Cette digue des environs de Domaine est en cours de renforcement. Ce week-end, elle a dû faire face à la plus grande crue que l'Isère ait connue depuis 1968. Sans les travaux en cours, elle n'aurait peut-être pas résisté. Mais on peut penser, au vu des constatations qu'on a faites au moment de la décrue dans les dernières heures, qu'effectivement, cette digue aurait pu rompre en 1 ou 2 points. Et effectivement, aujourd'hui, la plaine des Voûtes, cette plaine agricole de Gières-Murianette serait inondée. Ces travaux près de Domaine font partie du projet Isère-Amont. Ce chantier titanesque va renforcer et rehausser plus de 30 km de digues entre Pontcharrat et Grenoble. Ces ouvrages seront complétés par des réservoirs dédiés au débordement de la rivière. Avec ce système, même les plus grandes crues devraient épargner les zones habitées. La nature est toujours plus forte que l'homme. Simplement, on se protège jusqu'à la crue trentenale à l'intérieur des digues, jusqu'à la crue bicentenale sur les secteurs agricoles et naturels. Et après, on organise pour qu'il n'y ait pas d'effet vague, que là où ça déborde, ce soit maîtrisé aux endroits les moins gênants. Mais il faut apprendre à vivre avec la force de la nature. Le but, c'est de protéger les zones urbaines en aval et de limiter l'impact d'un débordement de l'Isère. Si la rivière n'était pas maîtrisée, les dégâts d'une crue bicentenale pourraient coûter 1 milliard d'euros à l'agglomération. Un argument qui a motivé ce projet de plus de 130 millions d'euros. C'est un bon investissement, nous sommes déterminés à le poursuivre. Nous allons finir la première tranche d'ici 12 mois et commencer les tranches 2 et 3 qui sont notamment inscrits dans le plan de relance annoncé par le nouvel exécutif du département. Entamés il y a 3 ans, les travaux du projet Isère-Amont devraient se poursuivre jusqu'en 2021. Ils devraient ensuite protéger l'agglomération jusqu'à la fin du XXIe siècle. Voilà pour ce dossier sur les inondations. Après 10 jours passés au Népal, le GIS 74 est de retour à Gaillard, en Haute-Savoie. Ce groupe d'intervention et de secours était le premier en France à partir sur le séisme meurtrier. Il avait pour mission de rechercher des corps dans un secteur de Katmandou. Une expérience pénible que ces hommes ont confiée à Serge Vorette et Grégory Lespinasse. Ils rentrent du Népal presque comme n'importe quel voyageur, mais c'est bien de mission humanitaire dont il s'agit.
Et même d'une première mission pour Franck. Dans la vie, il est directeur du centre technique communal de La Roche-sur-Foron. Il a été formé à la logistique et à la recherche de personnes, certes, mais rien ne remplace vraiment une première expérience sur le terrain. On se rend compte qu'effectivement, ça a dû frapper fort, de voir ces maisons tomber comme ça. Il faut tout de suite prendre sur soi. Ouais, il faut arriver à garder en soi, et puis on est là-bas pour travailler. Après, l'émotionnel, je dirais qu'il faut le garder à l'intérieur. 10 jours, 10 personnes, en autonomie complète, telle est la règle du groupe. Ils étaient les premiers secours français mobilisés, mais n'ont pu atterrir que 2 jours après le séisme. 2 jours, c'est tard pour retrouver des survivants. On leur a assigné un secteur de 15 km² à l'ouest de la ville, dont ils ont sorti une dizaine de corps. Mais ce qu'ils retiennent surtout, c'est le calme de la population. Des personnes qui respectent les consignes de sécurité à cause des répliques et qui nous laissent travailler tranquillement et qui après sont très respectueuses, qui nous remercient du travail effectué, sachant que l'idée c'est de leur laisser les corps à disposition lors de la découverte. Par rapport à l'expérience qu'a vécu le groupe d'intervention et de secours dans d'autres pays, c'est une des premières fois où c'est aussi bien organisé. Après le tsunami en 2004 et Haïti en 2010, le GIS 74 signe au Népal une de ses missions les plus marquantes, à la fois d'un point de vue humain, mais aussi technique. La chronique montagne du lundi à l'assaut des horizons lointains ce soir, avec un focus sur la bourse Expé. C'est une aide financière accordée chaque année à des projets d'expédition. Françoise Gay et Dominique Semet nous en présentent les grands contours. Des photos d'expéditions aux 4 coins de la planète. De petits vénards qui réalisent leurs rêves grâce à une bourse, la bourse Expé. Et cela fait 22 ans que cela dure. Près de 600 participants déjà. Donc voilà, dans toutes les activités, on a de la spéléo, du ski, de randonnée, de l'alpinisme, de l'escalade. Toutes les activités de montagne non motorisées, donc dans un cadre amateur. La société Expé, les passionnés de montagne connaissent bien. Un commerce de 3000 m² dans le Royan, 9000 articles vendus par correspondance ou en magasin. En 93, plutôt que de sponsoriser au hasard des expéditions, le principe d'une sélection des dossiers et de l'attribution d'une bourse est mis en place. Aujourd'hui, avec le soutien de partenaires matériels, presse ou institutions, 31 500 € sont répartis chaque année entre les 6 expéditions sélectionnées. Cette année, on avait un petit peu moins de dossiers que d'habitude. On avait une quarantaine contre une cinquantaine d'habitude, mais il y avait des dossiers très très intéressants. Donc en fait, le choix était plus restreint mais plus difficile. Donc on a 6 équipes et dans ces 6 équipes, on essaye de représenter un petit peu tous les sports de montagne. Et puis aussi d'avoir un petit peu des zones géographiques différentes. Parmi les heureux lauréats 2015, il y a Robert, jeune chercheur à Grenoble, mi-espagnol, mi-anglais. Robert se souvient de l'instant magique où il a appris la sélection de son projet. Je pense que j'ai crié un peu. J'étais choqué d'abord. En fait, j'ai conduisé en voiture et c'était un message, j'ai reçu ça et j'étais avec une copine. Et je pense que j'étais très très content. En septembre dernier, le jeune aventurier a opéré déjà un premier repérage des lointaines montagnes qui le font vibrer. L'idée, c'est partir au Kyrgyzstan en ski randonnée. Et l'idée, c'est d'explorer des montagnes et des vallons qui sont plutôt peu parcourus. Budget estimé pour un mois d'exploration, 10 000 € pour 4 coéquipiers. La bourse Expé, une énorme bouffée d'oxygène. C'est 6 400 €, donc c'est partagé entre une partie qui est, on va dire, liquide, et puis la grosse partie, c'est du matériel. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est finalement ce qu'on a besoin de le plus. Il y a ceux qui vont partir et ceux qui sont déjà partis. Au printemps 2014, François et ses compères ont exploré les neiges éternelles du Canada. Alors donc on est parti en terre de Baffin pour aller skier tout simplement dans un premier temps. Et l'idée aussi c'était de vivre le voyage en cours en autonomie dans un terrain de grand froid. Et puis skier des couloirs, des grandes pentes raides. La bourse Expé a couvert un quart de leur budget. Seule obligation, rapporter un film du voyage. Question, sans cette bourse, serait-il quand même parti? Oui, on serait quand même parti, parce qu'on est mort de faim et
et qu'on aurait mangé des pâtes pendant 6 mois pour le faire. Mais c'est sûr que c'est ce qui nous a permis, surtout par exemple, de réaliser un beau film, puisqu'on a payé un monteur, on a payé un musicien qui nous a fait la bande originale du film. Du coup, ça nous a surtout permis de rapporter des images encore plus belles. Cette expérience hors du commun, les lauréats aimeraient bien la renouveler. Dommage, ils ne peuvent pas postuler une deuxième fois. Normalement non, mais peut-être qu'on sera très convaincant, peut-être. Le meilleur film des bourses XP sera présenté en novembre aux soirées cinéma de montagne de Grenoble. Là encore, belle reconnaissance. Un retour en Haute-Savoie où une entreprise spécialisée dans la performance sportive vient de se lancer dans une toute nouvelle innovation, le short connecté. Entraînement spécifique, rééducation sportive ou médicale, ce produit a déjà conquis le haut niveau qu'il utilise comme outil de travail. Florine Eba, Jean-Pierre Rivet. You can feel different contact on the short, okay, with electrode. You are okay to begin the test. Yes. Premier exercice, la presse. 100 kg à pousser pour Moritz, semi-pro de l'équipe d'Allemagne de course à pied. 100 km, trail, route, marathon, il enchaîne les efforts musculaires. Ce jour-là, séance test et découverte du short connecté avec son kinésithérapeute. Ça, ce sont des pourcentages d'activité musculaire sur les 4 chefs musculaires que sont le quadriceps à gauche, le quadriceps à droite et les ischio-jambiers gauche et droit de chaque côté. Donc ça permet de mettre en évidence une différence de tonus et notamment de force, en tout cas en pourcentage, c'est une évaluation en pourcentage, d'un côté par rapport à l'autre et d'un groupe musculaire antérieur par rapport à un groupe musculaire postérieur. Le M-Body ou Muscles Body est bourré de technologie. Ce short standard est couvert d'électrodes et de capteurs qui transmettent des données précises sur le travail effectué via un smartphone ou un PC. Objectif, harmoniser et équilibrer les efforts, mais aussi éviter les blessures. Especially for me as a semi-professional athlete, it's quite important and necessary to get as much information about your body as possible. Voilà, et là on va juste lancer l'enregistrement tout de suite en appuyant sur le bouton. Yann, le concepteur du produit, a rejoint l'équipe de testeurs pour une séance en extérieur. Lorsque l'athlète est à distance, il est en mode autonome. C'est la boîte de données qui enregistre son activité. Okay. Donc là on a transféré par Bluetooth toutes les données sur la tablette, elles sont donc directement exploitables. On a les différentes séquences qui ont été faites et je vais comme ça pouvoir ensuite éditer des rapports, faire une analyse précise. On peut déjà voir une surexposition en fait de certains groupes musculaires et dans un sens et dans l'autre. L'idée en fait du développement du produit, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit utilisable tous les jours par un athlète pour construire une base de données de ces informations et ensuite seulement de se dire est-ce qu'il y a une évolution qui est positive ou pas et est-ce que je suis plus efficace ou pas dans mes mouvements. Le M-Body a déjà conquis le marché des pros, les cyclistes, le top 14, le foot avec l'OL, le Barça ou la Juve. Principalement utilisé lors des reprises après blessure, il permet d'adapter la charge de travail. Un luxe qui devrait à terme devenir accessible aux amateurs avec une version simplifiée. Une leçon d'amabilité maintenant. À Chambéry et au petit bar du marché, le savoir-vivre est récompensé. Le prix du café varie selon la politesse des clients. Une formule choc qui se discute tout de même. Claudie Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette ont recueilli les réactions des principaux intéressés. Au coin de la place de l'Hôtel de Ville, sa devanture en bois et ses tables en fer à l'ancienne n'annoncent pas forcément la couleur. Mais ici, au petit bar du marché, la politesse paye le café, ou presque. Si vous entrez et commandez sans dire bonjour, il vous en coûtera 7 €. Et il ne tient qu'à vous de faire baisser le prix. L'idée, c'est de pas forcer les gens, mais aussi de les forcer un peu à être polis, à dire bonjour. Enfin, c'est le minimum, quoi. Mais on n'a jamais fait le café à 7 €, c'est surtout pour faire sourire les gens. Et puis, comme ça, ils me redisent bonjour 2 fois. La pancarte est arrivée dans le café il y a 1 an et demi. Comme un clin d'œil, histoire de rappeler les bonnes manières. Non, les gens dans l'ensemble, faut pas dire n'importe quoi. Non, ils sont plutôt polis en général. Mais cette pancarte, c'est surtout pour rappeler aux impolis qu'on n'est pas des machines à café, qu'on est des personnes et qu'il faut être respectueux. Les habitués connaissent l'idée.
Les clients de passage, eux, même s'ils se doutent bien que le prix fort n'est pas appliqué, restent partagés. Je ne suis pas trop d'accord là-dessus. Parce que bon, on peut être... la vie déjà, je trouve qu'elle est tellement chère que voilà, il y a juste à remettre en place la personne qui est mal polie, la remettre en place, c'est tout. Mais c'est pas la peine d'augmenter le prix pour ça. Si on est mal poli à gauche ou à droite, c'est pas trop bien, quoi. Donc il faut être poli dans la vie. Il faut sourire. La vie, elle est assez compliquée comme ça déjà, donc voilà, il faut sourire. Et c'est avec le sourire que votre café vous sera servi à 1,40 €. Et à ce prix-là, 2 bonjours, 3 s'il vous plaît et 4 merci ne changeront rien. Je vous rappelle enfin ce premier titre développé dans cette édition des Alpes. Une loi va obliger la justice à transmettre à l'administration les condamnations de ses agents exerçant une activité en contact avec des mineurs. Une annonce des ministres de l'Éducation et de la Justice de passage en Isère après les récents scandales de pédophilie dans des écoles. Voilà pour l'information régionale que vous pouvez suivre en continu sur notre site alpes.france3.fr. Dans un instant, les prévisions météo, l'édition nationale. Le Grand Sartois, c'est autour de 23 h. Prochain rendez-vous avec l'information régionale demain midi. Christophe Solari, je vous